C'est moi où la Serie A est devenue spermique comparée à 10-15 ans. Bah, c'est complètement toi, parce que la Serie A de cette année est très compétitive. Et ça joue vraiment... Ouf, les mains dans la gueule. Et ça joue vraiment bien, hein. Là, surtout que là, depuis quelques années, c'est quasi un champion différent par an. Ça fait des bons résultats en Europe, globalement. T'avais l'Inter en finale il y a quelques années. T'as l'Atalanta qui a pété l'Europa League l'an dernier. T'as la Roma qui avait pété la Conference League il y a pas longtemps. Il y a la Fio qui a été en finale... Enfin, qui a gagné, il me semble. Donc, en vrai, gros, la Serie A, ces derniers temps, c'est vraiment bon, hein. Ces toutes dernières années, c'est solide, hein. Il y a 15-20 ans, c'était le plus gros championnat du monde. Non, non, non. Il y a 15 ans, frérot, on est en 2025. Il y a 15 ans, c'était 2010, donc c'était l'Inter qui gagnait la LDC. Mais c'était déjà le début de la PL très compétitive. T'avais la Liga de CR7 Messi, hein, 2010. Genre, l'époque de la Serie A, genre meilleur championnat, on est plus sur 20-25 ans, tu vois. Genre l'époque où Parma avait des thunes et tout, c'était fin des années 90, peut-être tout début des années 2000. Sinon, ça a switch au fur et à mesure, genre Première Ligue, Liga. Et pendant très longtemps, Première Ligue, Liga a été le bail au fur et à mesure que les gros clubs de Serie A ont fait faillite. Et qu'il y a eu le Calciopoli et tout ça, tu vois. Genre... Donc ouais, ça fait un petit moment. Ouais, 90, début 2000. Mais il y a 15 ans, c'était déjà plus la Serie A le meilleur championnat. Même si, évidemment, la Serie A, encore une fois, toujours eu de bons résultats en Coupe d'Europe, globalement. En vrai, de toute façon, la meilleure et celle qui a le plus de moyens et la ligue la plus compétitive, surtout cette année, là, elle est vraiment folle. C'est de loin la Première Ligue. Ensuite... Serie A, Liga, les deux, c'est très intéressant aussi. La Liga est très compétitive cette année au niveau du top du classement, même si le Real a ses problèmes défensifs et le Barça a eu sa mauvaise série. L'Atlético est fort et t'as toujours ces dernières années, même si le FC Séville a downfall, Valence a downfall, t'as toujours la Sociedad, Bilbao pour venir jouer les clubs un peu chiants. Serie A, bah, ces dernières années, c'est de la frappe à suivre, même si c'est un des championnats que je suis moins. Et la Bundes, je mettrais peut-être la Bundes... un peu quatrième parce qu'il y a une grosse hégémonie de champions qui rend le truc peut-être un peu moins fou, même si la Bundesliga est toujours sympa à suivre. Et la Ligue 1, cinquième. Donc ouais, PL premier, Liga Serie A 2-3, vous faites votre choix. Bundes 4 pour moi, mais de pas grand-chose. Et Ligue 1 5. Ah, c'est mon avis. Après, la PL, avec 2 milliards de droits TV à répartir entre ses clubs, championnat le mieux marketé, championnat, le football est né là-bas, c'est anglophone, donc ça a aussi aidé à son exportation à l'international. Donc ils ont un avantage sur tout le monde, ils ont des sous de baiser. En PL, le dernier du championnat peut faire un transfert à 25 millions. En Ligue 1 ou ailleurs, il ne faut même pas rêver, frère. Il ne faut même pas rêver. Le projet de la Liga, il y a des années-lumière ce que fait de la PL, il y a des années-lumière ce que fait la Ligue 1. Tu as raison. Après, en fait, c'est comme d'hab. Le tout, c'est que c'est un cercle vertueux. En gros, historiquement, la PL se vend mieux parce que anglophone, parce que le football vient de là-bas, parce que, j'en sais rien, peut-être même parce que le livre sterling est une monnaie puissante, donc ça a peut-être aidé au départ dans quelques échanges par rapport à l'euro, je sais pas, tu vois, c'est des bêtises à prendre en compte, tu vois. Et après, derrière, ils se sont mieux exportés, donc en fait, ils ont eu plus d'argent. Donc vu qu'il y a eu plus d'argent, il y a eu des meilleurs diffuseurs, donc t'as eu moins de guerre que la Ligue 1, donc le produit s'est amélioré, donc les histoires, les machins. Genre, tu vois, c'est un cercle qui a snowball au fur et à mesure, qui a fait beaucoup de bien, et donc du coup, oui, tu regardes un match de PL, ça met une vitesse dans un match de Ligue 1, pas juste le niveau, mais même la production, les histoires, les joueurs, tout est meilleur. On est absolument d'accord. On est absolument d'accord sur ça. Et zéro van, ce que j'ai dit sur Alif Sterling, les gars, je pense vraiment, je ne sais pas à quel point, mais que ça a pu être un facteur. Quand t'es une île et que t'importes beaucoup de ressources, t'es mieux d'avoir une monnaie forte, parce qu'avec une monnaie forte, ça te permet d'acheter plus facilement aux pays qui ont
sur une monnaie moins forte. C'est pour ça que tu dévalues pas et ça te pénalise un peu à l'exportation parce que du coup, c'est plus difficile pour toi de vendre tes produits ailleurs parce qu'ils te coûtent plus cher à faire. Par contre, c'est plus facile pour toi d'en ramener dans ton pays. Donc, est-ce que les clubs anglais sous livre sterling, par rapport à l'euro ou alors à une autre époque le franc et je ne sais quelle monnaie de paillot, est-ce que ça n'a pas aidé à réaliser des transferts pour des clubs de première ligue? Peut-être. J'affirme pas, mais je dis peut-être. Et puis ils ont aussi un gros truc en Angleterre qui aide beaucoup et qu'ils ont aussi en Allemagne. Ils ont le support your local club. En Angleterre, dans les villes, ils ont souvent plusieurs clubs et ils supportent les clubs pas par prestige, mais par quartier. Alors évidemment, c'est une généralité parce qu'en réalité, tu dois trouver en Angleterre des mecs qui vivent à Londres et qui supportent Manchester United ou qui vivent à, j'en sais rien, dans des petites villes à Southampton et qui supportent Chelsea, tu vois, ça doit exister. Mais sur la globale, il y a plus de monde qui vont supporter le club de leur coin, même si le club est mal classé, même si le club, tu vois, est mal. Grosso modo, tous les mecs qui habitent à Londres ne choisissent pas par défaut le club de Londres qui gagne le plus, quoi. Genre, c'est pour ça qu'à Londres, tu peux avoir des clubs qui gagnent rarement et qui ont des grosses fanbases. Et donc du coup, les clubs, les matchs en D2, en D3 en Angleterre font des audiences qui sont quand même assez élevées. Et ça aide énormément. Pas si différent en France en vrai. Je ne sais pas comment tu peux dire ça. Je te dis avec tout le respect. Genre, en Angleterre, tu as des clubs de D2, de D3 où il y a des 20 000, genre pause. Rien que là, ce qu'on est en train de regarder, c'est un match de championship. Alors en Ligue 2 en France, il peut y avoir certains clubs qui ont aussi un peu des fanbases sympas, mais au fur et à mesure que tu descends, c'est de moins en moins impactant. T'imagines, t'es un club de D3 en Angleterre, t'as ton stade qui est plein. Genre, économiquement, ça fait une différence. D2 allemande, 70 000 spectateurs ce week-end dans un stade, c'est fou ça. Et je sais que l'Allemagne, ils ont aussi ça, fortement. Lyon ne remplit pas son stade. Faut être à côté de la plaque pour dire un truc comme ça. Lyon fait entre 45 et 50 000 de moyenne sur un stade de 60K, donc c'est l'un des plus grands de Ligue 1. C'est plus que correct, c'est une des plus grosses affluences. Et sur les gros matchs, après, il est plein. Mais il faut se rappeler que Gerland, à l'époque, Lyon faisait 25 000 de moyenne. Donc le fait d'avoir doublé le stade, pas doublé, mais de l'avoir agrandi, ça a été une réussite, parce qu'il y a plus de monde qui y vont maintenant que pendant les grandes années de l'OL. Alors qu'on est moins fort. Donc... oui, pour le running gag made in Twitter, le stade de Lyon, il n'y a personne. Oui, voilà, tiens, un ticket si tu veux. Mais globalement, faire 45-50 000, c'est énorme. Et du coup, il a pas tort, donc il dit Lyon ne remplit pas son stade. Mais t'es con ou quoi? Je te pose la question, tu es débile? Parce que dans ce cas, tu me dis je suis débile et je te traite comme un débile. Mais tonton, arrête d'être con. Avec tout le respect. Genre... Quand tu as un stade plus grand que les autres, effectivement, de temps en temps, il va être un peu moins plein. Mais si tu prends le chiffre dans l'absolu de 45-50 000 souvent, et donc du coup sur les grands matchs totalement pleins, c'est très bien à l'échelle de la Ligue 1. Tu vois, c'est très très bien, c'est nickel. Sinon, on aurait pu faire comme certains gros clubs, enfin dans des villes moins grosses, faire un stade de 25 000, faire 100% de 25 000, et voilà. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire... J'en sais rien, 100% de 25 000 ou 80 ou 85% de 60. Tu vois, genre dire ne remplis pas alors que t'es à 80-85 à ce prix-là, il y a personne qui a rempli en France. Tu vois, faut pas être comme ça. Enfin, faut pas réfléchir comme ça. Je continue à penser que le stade est un poil trop grand. Ouais, tu peux le penser, mais en fait, on prend quel facteur pour penser ça? Tu vois ce que je veux dire? Genre, on prend quel facteur pour penser ça? C'est surtout ça le sujet. Est-ce qu'un club a besoin de forcément remplir 100% dans tous les matchs pour être bien dimensionné? Ou alors, est-ce que le fait que les gros matchs soient remplis à peu près 100% et un peu en dessous sur les plus petits, c'est pas déjà un bon truc? Sachant que l'OL vit quand même quelques années de berne sportive. L'OM remplirait un stade de 100K, je crois, ils sont trop forts les sup. Bah aussi parce que l'OM ces dernières années sportivement ça va très bien. Quand ça allait un peu moins bien sportivement il y a 10 ans, le vélodrome INSEF n'était pas complètement plein. Genre, ça dépend aussi des tendances sportives. Je crois qu'il y a une année en 2015-2016 à l'époque où le vélodrome fait 39 000 de moyenne.
Est-ce que ça... Et il faisait 60 000 places. Est-ce que ça veut dire que le Vélodrome était trop gros? Bon. Il y a aussi la... On va dire la dynamique sportive qui rentre en compte. Et la dynamique sportive de l'OL ces derniers temps est un peu à chier. L'année dernière, l'OM puait sa grand-mère et c'était plein. Puer sa grand-mère, c'est sur des années entières, tu vois ce que je veux dire? Genre sur une succession d'années. Genre être mauvais une année entre deux bonnes années, bon... Effectivement, je veux bien comprendre que ça va pas avoir un impact de fou. Si l'OM commence à faire 3-4 années 7, 8e, comme 5, 6, 7, 7e, tu vois, ça, le Vélodrome se remplira moins. Et ben, comme ça l'a déjà été par le passé. Et c'est logique, parce que t'as toujours les 2 tiers, 3 quarts des gens qui vont venir quoi qu'il se passe, et t'as toujours un tiers, 20% de gens, ils viennent à la motive, ils viennent quand les résultats sont bons, ils viennent... Y a que genre un stade sous-dimensionné dans un... Et encore, même lui, il a vécu des problèmes à des moments, je crois, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois. Mais un stade sous-dimensionné comme le Parc des Princes, dans une région de 10 millions de personnes, qui, lui, sera sûrement tout le temps plein, quoi qu'il se passe. Regarde-nous à Montpellier, ouais, bon, Montpellier, c'est vrai que c'est pas folichon. Nous, à l'OL, quand on enchaînait les podiums et qu'on était plutôt bien sportivement, 2018-2019, on avait fait une année en moyenne. On avait fait une année en moyenne à 49 000 en Ligue 1. C'est quasi 50K. C'est énorme. Genre, même si le stade a 57 ou 58 de capacité, ça reste énorme. C'est pour ça que ce délire de rempli, pas à 100% et tout, même s'il est rempli que sur les gros matchs, d'une, économiquement, ça vaut le coup. Et de deux, sur la réalité, c'est que c'était la bonne chose à faire. Par rapport à Gerland, la fréquentation du stade a explosé. Les revenus du stade ont explosé. Ça a aidé à la passion. Ça a beaucoup aidé à la passion. Et au fait de voir du monde au stade.